Bon, récemment nous avons eu une annonce majeure pour la licence Dragon Ball. Oh, sérieux? Récemment de quoi? Ça fait des mois qu'on le sait déjà. Ok. Il y a quelques mois, nous avons eu une annonce majeure pour la licence Dragon Ball. Le prochain film d'animation est prévu pour sortir en 2022. C'est pas étonnant étant donné que le précédent film de la licence a cartonné et a eu des critiques presque unanimes pour dire que c'est le meilleur film Dragon Ball. Bon, moi vous connaissez déjà mon avis et si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir ma vidéo One Piece Stampede versus Dragon Ball Super Broly où j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce film. Mais du coup, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler du film Dragon Ball Ultime. Alors évidemment, le but de cette vidéo n'est pas de faire une fanfiction, parce que ça sert strictement à rien. Là, on va voir les points précis qui pourraient faire en sorte que l'on ait le film Dragon Ball Ultime. Sur ce, commençons. Alors avant de parler du contenu du film, on doit se poser une question. Est-ce que ce film doit s'inscrire dans la chronologie? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit être canon ou non? Et là, bah, ça dépend. Si le film est canon, il n'aura presque aucune incidence sur l'histoire. Pourquoi je dis ça? À cause du manga. Si on prend en exemple le film Dragon Ball Super Broly, on a eu droit à cette page-là dans le manga. C'est tout. Alors certes, ça n'a pas eu aucune incidence non plus. Parce que la fusion métamol entre Goku et Vegeta a été entre guillemets canonisée. Le personnage de Broly existe bien dans l'univers. On a même de petites références à lui de temps en temps dans le manga. Mais à part ça, en soi, entre l'arc du tournoi du pouvoir et l'arc Moro, si on n'a pas vu le film, on rate presque rien à l'heure actuelle. Du coup, la seule solution qui pourrait être bénéfique si le film est canon, c'est la mise en pause du manga pendant 6 mois par exemple, ou carrément mettre un terme au manga Dragon Ball Super. Ce choix pourrait permettre au film d'avoir de réelles conséquences dans l'histoire. Et si le film n'est pas canon, ben on fait ce qu'on veut. Vraiment. On peut avoir Beerus qui se fait battre. Ou alors, comme à l'époque des films Dragon Ball, on peut avoir une nouvelle technique, une nouvelle transformation, ou alors même une nouvelle fusion. Bref, on fait ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que ça n'aura aucune répercussion. Peu importe ce qu'il y a dedans, ça va rester un produit dérivé, comme tous les précédents films Dragon Ball, et comme cette merde de Super Dragon Ball Heroes. Du coup, personnellement, je préférais que le film soit canon. Mais à la condition que le manga en prenne vraiment compte cette fois-ci et qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs que le film précédent. Mais ça, on va en reparler. Maintenant, passons au cœur du sujet. On va voir les 3 points qui pourraient faire en sorte que l'on ait le film Dragon Ball Ultime. Numéro 1, la réalisation. Bon, s'il y a un point qui met tout le monde d'accord, c'est la qualité visuelle du film Dragon Ball Super Broly. Sur ce point-là, je pense que pratiquement personne ne va me contredire. Et on doit ça principalement à 2 personnes. La première, le réalisateur du film Tatsuya Nagamine, qui pour ceux qui ne le sauraient pas a été le réalisateur du film One Piece Z et qui est actuellement le réalisateur de l'anime One Piece depuis le début de l'arc Wano Kuni. Et la seconde personne qui était bénéfique à la qualité visuelle de DBS Broly, c'est Naohiro Shintani. Ce dernier a été placé en tant que directeur de l'animation et character designer sur le film Dragon Ball Super Broly, prenant la place de Tadayoshi Yamamuro. Et ça, c'est probablement la meilleure nouvelle. Petite parenthèse. Tadayoshi Yamamuro était extrêmement bon dans les années 90 avec Dragon Ball Z. C'est à partir de 1992 qu'il obtient le rôle de character designer pour la licence. En plus de faire le character design des personnages de l'anime Dragon Ball Z, il était aussi très impliqué dans le développement des films, faisant le character design des nouveaux personnages. Il était aussi derrière les affiches promotionnelles. Et finalement, il était derrière tout ce qui sortait en produits dérivés. Les posters, les cartes, les calendriers. Sa patte artistique était d'ailleurs très reconnaissable. Les personnages ont une musculature très imposante et leurs traits du visage sont beaucoup plus rectangulaires. Et je vais pas vous mentir, mais je trouve que son style est parfait pour retranscrire les pages de Akira Toriyama. Bref, l'image de l'anime Dragon Ball Z des années 90, c'est Tadayoshi Yamamuro. Malheureusement, depuis que Dragon Ball a fait son grand retour en 2013, je trouve son travail correct ou complètement catastrophique. Le rôle d'un character designer est d'adapter à sa façon le style d'un auteur pour son adaptation en animé. Depuis 2013, on peut clairement se rendre compte que son travail n'est pas mauvais. Il est inexistant. Yamamuro ne fait que recopier littéralement les designs que Toriyama lui donne. Et le problème qu'il y a là-dedans, c'est que Toriyama n'a plus son style d'antan. Maintenant, place au personnage très fin et en plastique. Le plus choquant, je pense, c'est Trunks du futur. Yamamuro a littéralement copié-collé ce que Toriyama lui a donné. Sauf que là, ça crée clairement une incohérence. Le personnage est le même que le petit Trunks, mais il a une structure de cheveux et une couleur de cheveux différente. Bref, son travail en tant que character designer depuis que Dragon Ball est revenu est juste catastrophique. Et pour ce qui est de son travail en tant que directeur de l'animation, j'ai pas grand chose à dire à part que... Non mais vas-y, continue, fais comme si tout le monde savait ce que c'était un directeur de l'animation, bah oui. Alors un directeur de l'animation, pour faire simple,
C'est la personne qui va repasser derrière les animateurs quand le style de l'animateur s'éloigne un peu trop du chara design. Par exemple, dans l'opening 2 de Dragon Ball Z, Tadayoshi Yamamuro a fait une correction sur une animation de Naoto Shishida. Probablement parce que Gohan ne paraissait pas assez sérieux. Et du coup, pour ce qui est de son travail en tant que directeur d'animation, j'ai pas grand chose à dire à part que oui, il adapte bien les chara design qu'il fait. Bref, je ferme cette parenthèse sur Tadayoshi Yamamuro et j'en reviens à Shintani. Son style est juste parfait pour un Dragon Ball actuel. Mais attention, c'est aussi grâce au réalisateur Tatsuya Nagamine. C'est vraiment ce duo qui a fait que le film Dragon Ball Super Broly est incroyable. Mais si on doit avoir au cas où une autre personne en tant que directeur de l'animation et character designer, je ne vois qu'une seule personne possible pour nous donner un film incroyable. Et cette personne c'est Yuya Takahashi. Pour faire simple, Yuya Takahashi c'est pour moi et pour beaucoup de monde la personne la plus proche du style de Tadayoshi Yamamuro des années 90. Pourquoi je pense ça? Parce qu'il a supervisé plusieurs épisodes dans l'arc du tournoi du pouvoir qui se sont principalement fait remarquer pour leurs pattes visuelles. Par exemple, l'épisode qui opposait Goku à Kale et Caulifla est une torture scénaristiquement, mais c'est une merveille visuellement. Ou encore l'épisode 122 de Dragon Ball Super qui est aussi une masterclass visuellement. On ressent la musculature imposante des personnages et leurs visages sont assez rectangulaires, ce qui me rappelle énormément l'aspect visuel de Dragon Ball Z de l'époque. Voilà pour ce qui est de la patte visuelle du film. Passons maintenant à l'animation qui doit être... incroyable. Je pense que j'ai pas grand chose à dire sur l'animation, on a vraiment eu tous les meilleurs animateurs que la Toei possède pour ce film. Il faut vraiment que tous ces animateurs reviennent pour ce film ultime. Mais il faut arrêter avec la 3D sur les personnages. Parce que tantôt ça passe comme au début du film avec Goku contre Broly, tantôt ça passe plus trop comme lors du combat entre Gogeta et Broly. Il y a pour moi deux problèmes principaux à cette 3D. La première, c'est que le film est en 24 images par seconde. Sauf que j'ai l'impression que cette 3D n'a pas été faite en 24 images par seconde. Je m'explique. Dans les deux séquences où l'on a de la 3D, on a l'impression que l'image est saccadée, ce qui nous donne une impression de chute FPS comme dans un jeu vidéo. Ça reste fluide parce que l'action est fluide, mais ça rame un peu on dirait. Et le deuxième problème de cette 3D, c'est les proportions des personnages. Personnellement, je trouve qu'il y a un vrai problème avec Gogeta et Broly dans cette séquence. J'ai l'impression que les personnages ont été rétrécis et que finalement, c'est plus vraiment eux. Ça me fait d'ailleurs beaucoup penser à l'intro du jeu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1, où l'on a Goku qui affronte Boo-Pur. Enfin, je crois que c'est Goku vu qu'il ressemble bizarrement à Gohan ado, parce que les proportions sont horribles. Ça fait juste bizarre. C'est pour ça que je ne veux pas de 3D pour ce film Dragon Ball Ultime. Ou alors il faudra améliorer ces deux points-là. Et c'est pas comme si on aurait un film entièrement 3D. Évidemment. Ah merde. Et sinon il reste un dernier point à aborder pour ce qui est de la réalisation de ce film. Et c'est le son. On doit avoir absolument Hironobu Kageyama pour l'opening et l'ending de ce film. Et là vous allez me dire, mais Soichiro, c'est qui Hironobu Kageyama? Arrête de nous prendre pour des cons, hein. On sait vraiment déjà tout ce qu'il sait. Hein. Ah. Eh bien, c'est l'interprète de presque toutes les musiques de Dragon Ball depuis le début de Dragon Ball Z jusqu'à 2012. Et je veux clairement son retour pour la BO de ce film ultime. Et du coup, pour ce qui est des OST, bah, comme le précédent film. Sauf qu'on ne met juste pas des OST du style Gogo Broly, Gogo Gogeta. Stop. Vraiment. Voilà pour ce qui est de la réalisation de ce film Dragon Ball Ultime. Passons maintenant à un point moins technique et qui parlera au plus grand nombre. Numéro 2. L'antagoniste. Ce qui fait qu'en général, un arc, un film, une œuvre est réussi, c'est dans beaucoup de cas grâce à son antagoniste. Il n'y a qu'à voir le succès incroyable du film Black Panther qui a un antagoniste extrêmement marquant, principalement grâce à ses motivations. Alors certes, c'est les méthodes qui posent problème, mais son objectif, lui, est louable. Et dans les licences Dragon Ball, on a eu droit à beaucoup d'antagonistes extrêmement intéressants, que ce soit par leur lien avec les protagonistes ou bien leur motivation. Par exemple, Freezer. Son lien principal avec la Z-Team est qu'il a génocidé tout le peuple de Goku et Vegeta. C'est le tyran à abattre. D'ailleurs, le personnage est encore plus détestable quand on a vu le TV spécial sur Bardock. Mais les motivations de Freezer ne sont pas vraiment les meilleures si on les compare avec d'autres antagonistes de la licence. Si on prend en exemple Baby dans Dragon Ball GT, alors vous pensez ce que vous voulez de Dragon Ball GT, c'est clairement pas mon problème. Mais par contre, s'il a vraiment un antagoniste extrêmement intéressant, c'est bien évidemment le Tsuful Baby. Baby a été créé par un survivant du peuple Tsuful dans le but de se venger des Saiyajins qui ont exterminé son peuple. Et il va aller très loin dans ses actions. Il va s'infiltrer sur Terre, transformer tous les terriens en Tsuful, prendre le contrôle du corps de Vegeta, utiliser les Dragon Ball que Goku, Pan et Trunks sont allés récupérer dans tout l'univers, et il va recréer sa planète natale. Maintenant, malgré tout ça, Baby est un moins bon antagoniste que Freezer malgré tout. Pourquoi ?
Pour la simple et bonne raison que Freezer est beaucoup plus charismatique que Baby, que ce soit dans son attitude ou encore dans son character design. Même si d'un point de vue de l'écriture, Baby est meilleur, ça n'empêche que l'écriture ne fait pas tout. Et du coup, pour ce qui est de l'antagoniste du film Dragon Ball Ultime, il nous faudra... Couleur. Non. Thalès. Non. Ok, alors Bojack, Janemba, Jiren, Moroz. Mais non. On a besoin d'un bon antagoniste, pas du réchauffé. Bah pourquoi, si on reprend un personnage qu'on connaît déjà et qu'on le canonise, on a gagné. C'est une valeur sûre. Alors vraiment, non. Parce que si on regarde ce qui a été fait sur Broly, l'un des défauts principaux de Dragon Ball Super Broly, c'est bien évidemment le personnage de Broly. Parce que l'équipe qui s'occupe de Dragon Ball Super n'ont pas compris pourquoi on aime Broly. Ils ont pris les pires aspects du personnage pour le nouveau Broly. Et ils avaient déjà fait cette erreur pour Kale dans le tournoi du pouvoir. C'est-à-dire que pour l'équipe de DBS, on aime Broly pour son design. Ce qui n'est pas faux en soi. Mais pour l'équipe de DBS, on aime surtout un personnage qui est complètement con et qui attaque tout ce qui bouge sans exception. Sauf que ça, c'est le Broly du film 10 et 11 de DBZ. C'est pas le Broly du film 8. Le Broly du film 8, c'est le vrai Broly qu'on aime. C'est le vrai Saiyajin, celui qui s'est presque fait tuer à la naissance. Celui qui a exterminé des planètes entières durant son adolescence. Celui qui joue littéralement avec ses adversaires pour les faire souffrir. Bref, c'est pas le Broly qui ne fait que crier pendant tout un film parce qu'il a perdu le contrôle de lui-même. Et du coup, pour l'antagoniste du film Dragon Ball Ultime, on va prendre le meilleur de la licence Dragon Ball. Pour commencer, il faut que cet antagoniste soit lié directement ou indirectement à la Z-Team. Par exemple, dans l'arc Boo, si Babidi s'est manifesté sur Terre, c'est surtout parce qu'il avait des forces incroyables sur Terre, qui pouvaient lui permettre de libérer Majin Buu. Donc là, dans cet exemple, Babidi est lié indirectement à la Z-Team, et c'est amplement suffisant. Ensuite, l'objectif de cet antagoniste doit avoir un vrai sens. Attention, je ne demande pas que ce soit au niveau de Griffiths de Berserk en termes de complexité, mais au moins que l'on ait un objectif clair et pertinent, qui peut nous permettre d'avoir une certaine réflexion. Un peu comme Zamasu, qui même si on n'est pas forcément d'accord, soulève des points assez intéressants. Il faut aussi que cet antagoniste ait un design original. Sur ce coup-là, tout dépend. Mais une chose est sûre, il ne faut absolument pas que ce soit aussi peu recherché qu'avec Jiren. C'est tout. Il faut juste un personnage original. On peut s'inspirer des antagonistes du manga original ou alors des antagonistes des films ou des séries dérivées. Bref, tout dépend tant que visuellement, il est charismatique et qu'il raconte quelque chose juste en le voyant. Et évidemment, que son écriture soit pertinente. D'ailleurs, en parlant d'écriture, nous arrivons au dernier point. Numéro 3, l'écriture. Alors là, je tiens à mettre les choses au clair. Dans cette dernière partie, j'englobe beaucoup de sous-parties. L'histoire, le développement des personnages, l'impact sur l'univers, les enjeux, etc. Bref, vous avez compris. Mais avant de parler de ça, revenons au format de cette nouvelle histoire. Étant donné que l'on parle d'un film d'animation, la durée n'est donc pas vraiment élevée comparée à la durée d'un arc dans le manga ou dans l'animé. Du coup, ce que j'ai fait, je suis allé re-regarder des films dérivés de manga pour voir la meilleure manière d'écrire un film de ce genre. J'ai donc été revoir les derniers films One Piece et Naruto, ainsi que beaucoup de films Dragon Ball et Saint Seiya. Et la question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi je ne suis pas allé me revoir de vrais films d'animation originaux, comme ceux du studio Ghibli ou encore des films du genre Akira ou Ghost in the Shell. Eh bien parce que je voulais voir des films qui étaient dérivés de licences déjà bien installées, et non pas des films originaux qui inventent eux-mêmes leur propre univers. Mais je dois préciser un truc tout de suite. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne vais pas vous faire un potentiel scénario de ce film. Parce que cette vidéo n'est pas une fanfiction. L'objectif est de vous donner des points précis qui pourraient faire en sorte que l'on ait une bonne écriture pour ce film. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet, l'écriture. On va être clair sur une chose, il nous faut une histoire sérieuse. Et quand je parle de sérieux, je sous-entends pas au niveau de Dragon Ball Super, mais bien au-dessus. C'est pas pour rien que l'arc Black Goku est si apprécié, c'est parce que pour une fois, DBS s'est pris au sérieux. Maintenant, si on regarde bien l'œuvre qu'est Dragon Ball, il y a beaucoup d'axes scénaristiques qui ne sont pas ou qui n'ont pas encore été exploités dans l'univers. Malheureusement, les gros axes scénaristiques seraient beaucoup trop riches pour être exploités dans un seul et unique film. Ce problème peut nous faire remettre en question une chose, le format du film unique. Mais on va voir ça en profondeur à travers 3 cas de figure. Le premier cas de figure est qu'il s'agit d'un film qui est directement lié à l'arc précédent celui-ci, mais qui raconte sa propre histoire. En gros, c'est ce qui a été fait avec le film DBS Broly. Mais vous savez du coup que ça ne me chante pas vraiment, étant donné qu'il s'agit forcément d'un petit arc qui aura très peu de conséquences sur l'histoire globale de Dragon Ball. Le deuxième cas de figure est qu'il s'agit d'un préquel ou alors de la conclusion d'un arc que l'on suivrait d'abord ou principalement en série animée. Oh là là, on comprend rien. Ok, je vais donner un exemple. Si l'arc Android était dans ce cas, le film serait une conclusion de cet arc et ne parlerait que du Cell Game, ce qui fait que l'on aurait déjà vu tout le début et le milieu de l'arc en série animée. Ou alors, s'il s'agit d'un préquel, ce film ne parlerait que du passé de Trunks et de son arrivée à l'époque des Z-Warriors pour battre Freezer et prévenir Goku de sa maladie, mais tout le reste de l'arc serait en série animée. Bien évidemment, là c'est un exemple pour mieux vous situer. Il est clair que l'arc Android ne sera pas adapté en film, et je vais pas vous mentir que la possibilité d'avoir un préquel ou la conclusion d'un arc ne me tente vraiment pas.
ça me donne juste l'impression que ça va être une sorte de DLC, et c'est vraiment pas bon. Enfin, le dernier cas de figure serait de faire une trilogie comme ça aurait dû être le cas pour le 5e film Saint Seiya. Petite parenthèse, le 5e film Saint Seiya était à la base la suite directe de la fin du manga. Ce film nous montrait de réelles conséquences suite à la chute d'Hadès. Ayant été tué par Athéna, la mort d'Hadès pose de sérieux problèmes pour les dieux de l'Olympe. Voilà le pitch du film. Et ce film devait être à la base le premier d'une trilogie qui avait pour but, je pense, de conclure l'histoire de Saint Seiya. Malheureusement, ça ne s'est pas fait et un seul film sur les 3 est sorti à cause de divergences d'opinion et de l'échec commercial du premier film. Bref, même si ça n'a pas abouti pour Saint Seiya, on peut se poser la question du coup pour Dragon Ball. Personnellement, j'adorerais cette idée pour Dragon Ball, d'une trilogie qui aurait pour but de conclure l'histoire de Dragon Ball. Donc attends. À la base, tu parlais d'un film, et maintenant tu parles de 3 films. Alors oui, bon, là on parle du format pour avoir la meilleure écriture sans que ça ne soit que trop peu exploité. Et du coup, maintenant qu'on a parlé du format, passons enfin à l'histoire. Dans cette partie, je vais vous parler d'axes scénaristiques qui n'ont toujours pas été abordés dans l'histoire. On va voir les idées de base de ces histoires, les enjeux qu'il peut y avoir et ce que cela peut apporter aux personnages et à l'univers. J'ai choisi 2 axes scénaristiques, mais il est évident qu'il existe d'autres possibilités que celles que j'ai choisies. Du coup, en numéro 1, un arc sur la planète Sadala. Alors personnellement j'attends énormément de cet arc. Mais pas pour avoir un Vegeta d'un autre univers en tant que roi, mais plutôt pour les thèmes que l'on peut avoir avec ce potentiel arc. La race des Saiyajin a été exterminée presque à 100% par Freezer dans l'univers 7. Et on a appris dans DBS que dans l'univers jumeau du 7, les Saiyajin n'ont pas été exterminés et existent toujours. Personnellement, j'adorerais voir de manière sérieuse comment Vegeta réagirait face au peuple qu'il n'a jamais eu. Et je précise bien de manière sérieuse, parce que clairement si c'est juste pour avoir un gag sur Goku qui dit cool, plein de nouveaux guerriers à combattre, ce serait vraiment nous prendre pour des cons. Pour ce qui est de l'antagoniste de cet arc, on pourra avoir de nombreux candidats. Mais bizarrement, même si j'en ai marre de Freezer, je trouve qu'il ferait un parfait candidat pour cet arc. Avoir Freezer dans ce rôle pourrait créer un vrai parallèle entre l'arc Namek et cet arc. On peut aussi avoir le roi de cette planète comme antagoniste qui nous a été décrit comme très proche de Vegeta, et qui aurait potentiellement peur que Goku et Vegeta ne fassent revenir le peuple Saiyajin de l'univers 6 comme ils étaient auparavant, c'est-à-dire un peuple qui aime les conquêtes. Ou encore un ennemi que l'on connaît pas spécialement mais qui pourrait mettre en péril la planète Sadala. Même si personnellement si c'est pour avoir ça, je pense que Freezer ferait un meilleur candidat. Bref, on a vraiment le choix pour cet arc. Ensuite, le développement des personnages. Cet arc pourrait être très intéressant pour le développement de Goku, mais surtout de Vegeta. Goku et Vegeta pourraient ressentir un sentiment de protection envers ce peuple, chose que l'on a commencé à voir avec Vegeta dans l'arc du tournoi du pouvoir avec Kiabe. Sauf que là on a besoin de voir Goku et surtout Vegeta vouloir absolument protéger ce peuple qui est en quelque sorte le peuple qu'il aurait pu avoir. Personnellement je trouve que si on exploite cet arc, mais qu'on passe à côté du développement de Goku et Vegeta, ce serait comme se tirer une balle dans le pied. C'est limite la chose à ne pas manquer. Enfin, parlons des enjeux. Il faut absolument que la menace soit ultra pétée. Vous allez me dire que c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Pour le moment dans Dragon Ball Super, aucun antagoniste n'arrive ne serait-ce qu'au niveau de Beerus. Et ne parlons même pas de Whis. Le fait que l'on ait ces deux-là crée de gros problèmes pour les enjeux de chaque arc de DBS. Il n'y a que l'arc Black Goku qui a, je trouve, bien fait les choses étant donné que ça se passe dans le futur. Mais sinon, le fait d'avoir 2 personnages toujours au-dessus des antagonistes, c'est vraiment pas ouf. Du coup, il faudrait soit un ennemi plus puissant qu'eux, soit, les éloigner. Mais bon, ce serait vraiment trop répétitif et superficiel de faire ça. Et du coup, j'en reviens aux enjeux, il faut que l'ennemi soit ultra menaçant et qu'il le montre. Il peut détruire des civilisations ou battre quelqu'un de puissant. Bref, on doit pas se dire que c'est un ennemi random qu'ils vont battre et qu'on va passer au prochain arc comme si de rien n'était. On a besoin de sentir la Z-Team en danger, et je parle de tout le monde au max. C'est-à-dire que Goku Ultra Instinct maîtrisé ne doit pas faire le poids. Il faut absolument que l'on se rende compte que les personnages sont dans une situation désespérée, comme à l'époque de l'arc Freezer, Cell ou Boo. Et évidemment, à aucun moment un Deus Ex Machina ne doit intervenir pour sauver la situation. C'est totalement évident. Avoir littéralement des dieux et des anges qui peuvent intervenir comme ça a été fait dans l'arc du retour de Freezer avec Whis ou encore dans l'arc Moro avec Mirus, c'était vraiment pas ouf. Et d'ailleurs, en parlant de Deus Ex Machina, numéro 2, l'arc ultime de Dragon Ball Super, l'arc divin. On va être clair tout de suite, il y a un arc qui doit forcément arriver par la suite dans DBS, c'est bien un arc sur le système qui est en place. « 30 mars 2013, c'est à cette date que les Japonais ont eu l'occasion de voir le film qui a relancé le manga achevé de Akira Toriyama, Dragon Ball Z Battle of God.
Dans ce film, on y apprend que l'univers n'est pas infini et qu'il existe au total 12 univers avec chacun un dieu de la destruction qui est libre de détruire des civilisations selon son envie. Comme ça va nous l'être montré avec Beerus qui veut détruire la Terre à cause d'un pudding. Ensuite vint Dragon Ball Super, où l'on va apprendre qu'un petit enfant gouverne les 12 univers et peut détruire des milliards de vies juste parce qu'il en a envie. Voire même détruire une réalité. Oui, il a détruit la réalité de Trunks, donc potentiellement 12 univers, normal. Et du coup, je pense que vous me voyez venir, il est impossible de maintenir cette hiérarchie-là. Alors je sais pertinemment que certains vont me dire que c'est du gag et qu'il faut pas le prendre au sérieux. Et à vous, j'ai envie de vous dire, mais faut pas exagérer, sérieux. Bordel. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet arc ? Personnellement, je vois une abolition totale de toute cette hiérarchie. On ne peut pas avoir après cet arc des personnages qui peuvent exterminer des milliards de civilisations juste grâce à leur statut. Si on revient un peu en arrière avec l'arc Black Goku. Dans cet arc, Zamasu souhaitait exterminer toute l'humanité de l'univers, car pour lui ils ne font que causer des problèmes en faisant des guerres, en détruisant et en blasphémant les dieux. Et si on réfléchit bien, Zamasu il fait des choses horribles, c'est clair. Mais si on le compare avec un personnage qui peut détruire une planète parce que ce qu'il a mangé n'était pas bon, ou encore un enfant qui peut détruire plein d'univers parce que c'est un gosse, il y a quand même quelque chose qui cloche, parce qu'en soi, Zamasu, il a quand même des raisons de faire ce qu'il fait. Alors que les autres, leur seule justification, c'est qu'ils ont le droit. Pour les dieux de la destruction, c'est leur devoir. Et pour Zeno, Maintenant, dans cet arc, on peut nous révéler qui a créé ce système. Potentiellement les anges. Pourquoi 6 univers ont été détruits? Est-ce qu'il y a autre chose que ces 12 univers? Bref, on peut avoir plein de réponses dans cet arc. Et pour ce qui est d'antagonistes, on a un grand nombre de choix. Le grand prêtre est le choix le plus évident étant donné que c'est le personnage le plus fort que l'on connaît. Et c'est surtout pour le moment celui qui est tout au-dessus. Après attention, dans DBS on a appris que le grand prêtre fait partie des 5 plus grands combattants des 12 univers. Ce qui signifie donc qu'il y a 4 autres personnes qui sont au-dessus de lui. Attention, c'est pas dit qu'ils étaient plus forts que lui. Mais dans la logique de toutes les histoires, on présente toujours le moins fort en premier. Et donc on pourrait avoir le plus fort guerrier en tant qu'antagoniste final, qui serait la personne qui contrôlerait tout. Sinon je pense que l'on peut aborder le cas d'un ange déchu, qui voudrait se venger parce que son univers aurait été détruit par exemple, et qui voudrait faire tomber du coup ce système injuste. Voilà pour ce qui est des antagonistes que j'ai choisis. Évidemment, il y a aussi beaucoup d'autres choix. J'aurais pu citer le cas d'un potentiel Makaioshin, mais certains l'ont déjà abordé, du coup je préfère passer à la suite. Parlons maintenant du développement des personnages. Alors je sais pertinemment que l'on n'est pas dans un seinen. Je sais aussi qu'on n'est même pas au niveau des shonen actuels, étant donné la qualité narrative des shonen actuels par rapport à la qualité parfois médiocre de DBS. Mais malgré tout, j'espère que l'on va avoir un arc au minimum au niveau de l'arc Black Goku. Évidemment, il faut que Goku et Vegeta remettent en question ce système. C'est les deux personnages principaux de DBS. Ils doivent être travaillés dans cet arc. Parce que pour le moment dans DBS, Vegeta est le seul qui a vraiment eu un travail d'écriture avec sa famille, Kiabe et dernièrement avec les Namek dans l'arc Moro. Alors certes, c'était pas un truc de fou, mais quand même. Par contre, Goku, c'est un petit peu la douche froide. Du coup, il faudrait vraiment le travailler, et si c'est lui qui va remettre en question tout ça, je trouve réellement que ce serait pertinent étant donné que c'est quand même sa faute si la réalité de Trunks a été effacée et que l'on a eu le tournoi du pouvoir. Même si pour ce dernier, c'était pas si grave. Il doit être le personnage qui va s'opposer aux dieux et aux anges. On peut aussi s'attendre à ce que Beerus et Whis soient développés. Même si ce sont des dieux et anges, je pense qu'ils pourraient rester des alliés à la Z-Team. Ils pourraient être des personnages qui se remettent en question sur leur statut. Après, évidemment, ils pourraient être des antagonistes. Même si je pense que la première idée serait la bonne pour Beerus et Whis, on sait jamais. Si on a l'inverse mais que c'est bien fait, moi je prends. Et pour finir, on va parler des enjeux de ce potentiel arc. Là, pour le coup, ce serait vraiment difficile de rater les enjeux de cet arc. Tous les problèmes d'enjeux de Dragon Ball Super viennent tous des acteurs de ce potentiel arc. Whis, Beerus, Zeno. Du coup, on aurait enfin, comme à l'époque du manga original, des enjeux pesants pour les protagonistes, comme la mort de certains personnages. Parce que je le rappelle, avant, pour ressusciter quelqu'un, il fallait déjà gagner. Alors que malheureusement, dans beaucoup de cas dans DBS, les protagonistes ont perdu. Mais on a eu des Deus Ex Machina qui ont arrangé toutes les situations. Et on peut même tuer des personnages sans possibilité de retour. Par exemple, Beerus et Whis qui pourraient être totalement effacés sans retour possible. Là, ce serait vraiment très intéressant. On peut avoir évidemment le risque de destruction de tous les univers par exemple. Ce qui ferait que Goku serait le sauveur non pas de la Terre, non pas de l'univers, mais de toute l'existence entière. Pour conclure, évidemment, je sais très bien que raisonner de manière académique quand on parle d'art n'a limite aucun sens. L'objectivité n'existe pas en art. On aime une œuvre pour ce qu'elle nous propose, pas car elle remplit un cahier des charges. Maintenant, si vous avez bien suivi, j'espère que vous avez compris que je n'ai pas fait un cahier des charges. Les 3 principaux points que j'ai abordés ne représentent finalement que le minimum syndical pour n'importe quelle œuvre. Le film Dragon Ball Ultime, pour moi, serait évidemment une merveille visuelle comme pour le film Dragon Ball Super Broly, mais sans 3D. On a vu 2 cas de scénarios possibles, mais évidemment qu'il en existe plein d'autres.
Dragon Ball Super a ouvert la porte à des centaines de possibilités de nouvelles histoires. Et même si parfois je suis allé un peu loin, tout ce que j'espère quand on a l'annonce d'un nouvel arc ou d'un nouveau film dans ce cas-ci, c'est que l'on vive l'expérience ultime. C'est pour cela que je verrais bien une trilogie de films qui aurait pour but de conclure le manga d'Akira Toriyama, Dragon Ball.